والله لا كلمات يعجز عن التعبير عن ما هو كنت أتصوره عندما كنت جالس هناك، لأنه قمت برحلة عبر التاريخ وتصورت نفسي في يعني فضاءات أخرى التي كان فيها النقاش من هذا المستوى، وكانت فيها يعني التعابير من هذا القبيل. بالتالي عندما لأنه في هذا المستوى هذا لا نناقش الكلمات، نناقش تصورات، نناقش مفاهيم التي صنعت المفاهيم. وبالتالي عندما كنت أستمع للأستاذ فريد كنت أتخيل نفسي أعمل العبارة في مقامات السوربون التي كان فيها شيوخ الفكر آنذاك، وأتذكر الله يرحمه الأستاذ محمد عركون في عندما كان يتكلم عن الإسلام ويعني الإيمانيزم الإسلام، دونك مسكوي يعني وجهابدة اللغة الفكر في الإسلام. وكان هناك نقاش مع مجموعة من الأساتذة شيوخ السوربون المستشرقين اللي كانت عندهم دراية بكنه الدين عن قصد أو غير عن قصد، كانوا يخلقون هناك مناقشات من مستويات التي تجتمع فيها الفلسفة ويجتمع فيها السوسيولوجيا ويجتمع فيها علم النفس، ويتحدون الفرد إلى الولوج إلى عوالم الفكر، وكنا هناك يعني نعتبر أنفسنا محظوظين. Pour Monsieur Fred, j'ai écouté votre intervention et ça m'a donné ce sentiment quand j'étais jeune étudiant à la Sorbonne, et j'avais comme professeur, donc j'assistais à ces séminaires, c'était le professeur Mohamed Arkoun qui parlait de l'humanisme, et donc j'ai assisté à son premier cours comme tous les étudiants en première année de fac, et il nous a posé la simple question: qu'est-ce que c'est que l'islam? Donc nous étions, j'allais dire, arabes, musulmans ou étrangers, mais qui assistaient au séminaire. Nous étions à peine d'une vingtaine. Chacun répondait à sa guise, selon l'habitus qu'il a inculqué. L'islam huwa al-iman billah, l'autre il dit l'islam huwa salat wa zakat, l'islam huwa ila ghayri dhalik. Et il ponctue, Allah yarhamou, Mohamed Arkoun, à la fin il dit wal khubz wal tamatam wal batatis. C'est-à-dire, pour lui, tout ce que nous disions, c'était des choses superficielles. Donc on n'avait pas puisé nos connaissances des profondeurs de la science, des sources de connaissances. Donc et c'est là où il nous a posé la dichotomie que l'islam c'est une équation entre ésotérique et exotérique. Et donc pour nous c'était la découverte. Donc il y a une partie qui est réservée à l'initiation, le parcours initiatique, et puis le profane. Et donc l'être humain dans sa vie, il traverse plusieurs mondes à la fois. Et si vous n'avez pas les clés pour, et c'est ce qu'il était en train de dire M. Fred, les clés pour accéder à ces mondes, et donc nous avons les premières vulgates, nous avons le Coran, donc les textes. Si on n'a pas les clés et les outils pour accéder à ces mondes-là, on reste toujours dans la périphérie. Et donc c'est ce qui crée ces malentendus, c'est ce qui crée ces malaises dans les sociétés et au sein de ceux qui pensent qu'ils détiennent le fikr.
Donc nous sommes, même dans les universités où nous sommes, il y a des gens qui sont là, mais ils n'ont aucune connaissance de ces mondes-là pour pouvoir aider les autres à s'orienter. Parce que l'orientation, elle n'est pas seulement connaître les points cardinaux, Shamel, Shanoub, Sharq al-Gharb, mais il y a l'orientation divine, il y a l'orientation de l'au-delà. Et donc, pour moi, ce moment-là, il est doublement faste et important, parce que ça rallume en moi comme quoi on ne termine jamais notre parcours. Donc, à chaque fois, on est dans cette façon de recommencer. On recommence, on reprend pour voir tajdid, le renouvellement des connaissances. Donc la conférence, et puis c'est Ali qui s'occupe dans ses préoccupations, c'est cette façon de voir les choses, de mener des recherches dans ce sens-là, en essayant de s'appuyer sur ce que la science moderne raconte, essaye d'explorer. C'est aussi important pour nous, au niveau de l'université, surtout quand on parle de nous, d'avoir des gens qui ont la curiosité de pousser la réflexion vers d'autres sentiers. Hein. Jusque-là, ils sont ignorés par les gens. Et tout simplement, ce que je peux dire personnellement, j'étais dans un salon de coiffure à Agadir. Petit salon, vraiment un petit salon. Et il y avait quelques magazines sur la table de ce salon-là. Par curiosité, en attendant, j'ouvre, je regarde, et puis je trouve un article. Un article qui est au milieu des feuilles, des pages pleines de mode, etc. Il y avait un petit article. Je le lis par curiosité. Et il parlait des mathématiques quantiques, ou des mathématiques imaginaires. Je commence à lire, mais franchement, je me suis dit, où étais-je pour ne pas avoir cette connaissance de savoir qu'est-ce que c'est que les mathématiques imaginaires et les mathématiques quantiques. Alors que je suis ici depuis 88 dans cette faculté, et à côté de nous, il y a une faculté de sciences. Et il n'y a aucune passerelle entre nous pour qu'on puisse vulgariser leurs sciences, comment dirais-je, exactes, pour qu'on puisse, nous, essayer d'alimenter nos curiosités, notre imaginaire, afin de prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. Donc, et ça, malheureusement, pour nous, c'est un échec total dans notre système d'enseignement. Donc, on est là, fiers de notre petite cour, mais on ne sait pas ce qui se passe juste à côté. Et donc, les mathématiques imaginaires, quand je lisais ça, c'était, pour résumer juste pour vous dire la chose, c'était les mathématiques jusqu'à Einstein, il s'appuyait sur l'hypothèse de Planck, c'est-à-dire le mur de Planck. Donc dans toutes les équations, le cosmos, dans leur façon de voir, d'analyser les choses, qui leur a permis de créer des télescopes, etc., ils ont une fin. Et donc ils ne peuvent pas aller au-delà de cette fin-là, parce que mathématiques égale invention. Donc tous les matériaux qu'ils utilisaient pour pouvoir voir le cosmos, etc., s'arrêtaient à un point donné. Et les mathématiques quantiques, qui étaient poussées par, il y a des Anglais, il y a des Allemands, il y a des Américains, il y a des Français, ils ont poussé la curiosité, ils ont inventé ça, et ils ont dépassé ce mur de Planck. Qu'est-ce qu'ils ont, toujours l'article que je lisais, avec ça, ils ont allé au-delà de ce où s'arrêtait la visibilité de ces télescopes et ces matériels avec quoi ils voyaient, ou des signaux, etc., qui voyaient le cosmos, et ils ont découvert qu'il y a des entités rouges et des entités bleues. Et dans ces entités bleues, ils appelaient l'information. Dans les entités rouges, il y a l'énergie. Et quand l'entité rouge et l'entité bleue ils se rencontrent, ils se
fusionnent, ça devient, la notion de temps disparaît. Et donc ça pousse toujours les chercheurs à aller au-delà de ça. Et ils disent qu'au-delà de ces entités bleues et rouges, il y a une grosse quantité bleue. Et celui qui a écrit l'article, ça doit être un mathématicien, ou avant tout, et il a dit que l'information, avec I majuscule, al-ma'louma, c'est là où ça se trouve. Et donc, il termine, il dit que toute cette harmonie que nous avons, cette architecture, à aucun moment ne peut être créée par hasard. Donc, c'est une méga équation, et que celui qui a posé cette méga équation pour créer ce monde-là, il l'a fait d'un seul coup. Et j'étais ébloui et je me suis dit que donc la science, elle a beaucoup de chemin à faire, et l'humilité des scientifiques, c'est de pouvoir croire en cette mission, essayer d'ouvrir des passerelles pour que l'être humain ne vit pas dans l'obscurité. Parce que malheureusement, comme vous avez dit, quand on parle de la science, la religion, les sciences, Dieu et l'épreuve, avec tout le respect que je vous dois, moi je trouve que c'est très timide. Il n'y a pas un message franc, il n'y a pas un message qui peut nous donner satisfaction au niveau de la visibilité. Parce que la science, elle s'est tellement développée aujourd'hui, parce que quand on fait des chirurgies à distance avec les nouvelles technologies, etc., c'est de la fiction de la fiction. Qui pouvait imaginer avant? Mais je trouve que, pour moi, tous ceux qui parlent sur la religion aujourd'hui, parce qu'il y a cette opposition, qu'on veuille ou non, al-Mashriq ou al-Maghrib, Occident, Orient. Donc le Coran, c'est un texte qui est combattu par toutes les forces et tous les moyens, parce que ça dérange, parce que à chaque fois qu'on se trouve coincé quelque part, donc nous avons la réponse dans le Coran, et on refuse de s'appuyer sur ce que le Coran apporte, parce que il y a toujours cette guerre entre des religions. Donc on est tous monothéistes, oui, mais il y a toujours parce que l'islam, c'est le prophète, c'est le dernier prophète, le Coran, c'est la Vulgate qui qui a un regard sur tout. Donc tout ça donne un regard critique sur un passé, mais aussi un regard qui est promémoratoire pour l'avenir. Et donc, on ne veut pas avoir, dans cette façon de voir les choses, que l'islam puisse guider, puisse critiquer, puisse remettre en cause des pratiques, etc. Parce que derrière tout ça, Dieu, il a créé l'être humain, Dieu, il a inspiré les prophètes et nous a donné les guides, la religion, mais l'homme restera toujours derrière. Donc c'est lui qui prend la main, c'est lui qui essaye d'interpréter, c'est lui qui essaye. Donc nous avons l'histoire d'Imadahib, nous avons l'histoire que ce soit dans toutes les religions, hein, toutes les religions. Donc nous sommes le scientifique, il est interpellé à être beaucoup plus prudent que le religieux, parce que il a cette cette mission de rester vigilant et essayer cette marge de manœuvre pour regarder les choses, pour critiquer, pour essayer de vérifier, pour
fonctionner par des hypothèses, etc. Alors que le religieux, le religieux, pour lui, il a ça comme argent comptant. Donc, on ne peut pas remettre en question une parole, comme je vous ai dit, M. Arkoun, qui nous disait quand vous dites Ashhadu an la ilaha illallah, vous ne faites que allumer la lumière de votre position. Vous signalez, voilà, que vous ne faites que vous signaler votre position dans le cosmos. Faqat. Et donc pour être un bon musulman, un vrai musulman, ben c'est tout le reste, c'est-à-dire ma'al akhar. Donc c'est les interactions etc. Donc si vous n'êtes pas un bon citoyen, si vous n'êtes pas un bon être qui est au service des autres, etc., le fait de dire Ashhadu an la ilaha illallah, ça ne suffit pas. Donc merci beaucoup. شكرا للاستاذ الفاضل الاستاذ عمر عبدو على هذه الافادات القيمه والمفيده التي حقيقه تفتح افاق البحث والنظر، وخاصه من احسن ما في هذه الدعوه والحث على وجوب تلاقح الافكار والانظار وتكامل التخصصات. ومن احسن ما ذكر قضيه التي سماها قضيه فولغاريزي لي سيونس. حقيقه ذكرني بمساله وربما الثقافه الغربيه ربما نجحت في هذا المجال. انا ما لاحظته، على انك لاحظت كثير من نجد بعض الكتب العلميه المترجمه ويقصد اصحابها تيسير بعض القضايا الدقيقه العلميه، وهذه مساله مهمه جدا. على كل حال أنا لا أكاد أجد حركة مثل هذه في البلاد العربية والإسلامية التي يقصد منها التخصصات الدقيقة تيسير هذه القضايا، لأن كما رأينا القضايا العلمية في الفيزياء وفي غيرها